Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé de philosophie. Et nous sommes dans une série de vidéos consacrées à des dissertations à l'usage des élèves de terminale et plus. Attention, ces dissertations orales ne sont pas faites pour être mises telles quelles, mais simplement pour servir d'idée afin de travailler. Et le thème d'aujourd'hui fait partie de ce qu'on appelle la philosophie critique. C'est-à-dire de cette partie de la philosophie qui regarde la manière dont nous pensons, la manière dont nous pouvons atteindre l'objet de la philosophie, c'est-à-dire la réalité. Et donc le sujet est, est-ce que l'empirisme est la même chose que le réalisme ? Évidemment, ce sujet est difficile par le fait même qu'il emploie des mots. Et les mots, je dirais qu'ils ont peu d'importance, si ce n'est leur signification. Il est donc évident que dans un premier temps, il faudra précisément définir ce qu'on entend par empirisme, et on verra qu'il y a plusieurs définitions, qui se rejoignent d'ailleurs. Et d'autre part, ce que c'est que le réalisme. Ce sujet pourrait paraître fait pour des spécialistes, tellement il semble, je dirais, abstrait. En réalité, il touche à la base même de ce qu'est la philosophie, c'est-à-dire la méthode qu'elle va utiliser pour atteindre son objet, comme je le disais, qui est le réel, en tout cas si on parle de philosophie réaliste. La conséquence, c'est que si on se trompe sur la méthode fondamentale, eh bien, le reste en portera les conséquences. On pourrait prendre l'analogie suivante. Le Rhin et le Rhône, en France, sont deux fleuves dont la source est pratiquement au même endroit, si ce n'est qu'il y a une petite distance de différence. Eh bien, la suite du cours de ces fleuves est totalement et radicalement différente. Il en est de même pour toute discipline où on se trompe sur sa base, sur son fondement. Et donc, je procéderai en trois parties. D'abord, définir les termes, puis ensuite, regarder l'empirisme dans la vie spéculative. Ça veut dire cette partie de la philosophie qui cherche à connaître la réalité en vue simplement de la connaître, sans autre but. Dans une troisième partie, je verrai si l'empirisme, je dirais, suffit pour être réaliste dans ce qu'on appelle la philosophie pratique, c'est-à-dire cette partie de la philosophie qui vise à agir bien, à réussir sa vie. Et donc d'abord, penchons-nous sur une question de vocabulaire. Comme je le disais, c'est la définition des mots et non pas les mots qui ont une importance. Chacun leur donne un sens et donc il faut être extrêmement précis au départ d'une dissertation pour voir ce dont on parle. D'abord, qu'est-ce que le réalisme ? Je dirais que c'est une façon de procéder qui a été mise en avant pour la première fois de manière magistrale par le philosophe Aristote et qui actuellement est absolument développée, royale, dans les sciences modernes. Lorsque Aristote essaye de définir la discipline qu'il établit à la suite de son maître Platon qui s'appelle la philosophie, eh bien il manifeste qu'on peut, pour le faire, se servir de deux termes. Toute discipline a d'abord un objet matériel, c'est-à-dire quelque chose qu'elle regarde. Par exemple, pour l'art, c'est la beauté d'une œuvre. En ce qui concerne la philosophie, c'est la réalité elle-même, toute la réalité, rien que la réalité. C'est donc la réalité tout entière, à savoir, et on le voit chez Aristote, toutes les parties de l'homme. C'est la réalité qui est évidemment la plus intéressante à connaître, mais pas seulement. Il a tout un développement sur les parties des animaux, sur la vie des animaux, etc. On le voit donc, c'est une science, au sens de savoir, qui a un objet extrêmement vaste, aussi vaste que l'univers finalement. Seulement, attention, pour procéder, ce n'est pas de n'importe quelle manière que procède la philosophie. Et Aristote va l'établir fortement, je dirais presque en rivalité avec Platon, qui lui parfois utilise la croyance, qu'il camoufle sous les oripeaux d'une démonstration. C'est comme ça qu'il prouve, par exemple, que l'être humain aurait préexisté à cette vie, à travers un argument fallacieux que va démontrer Aristote. Pour Aristote,
ne font partie de la philosophie que ce qui est accessible parmi les réalités, ce qui est accessible aux méthodes naturelles à l'intelligence humaine, toutes les méthodes naturelles. Et la première d'entre elles, évidemment, comme il est un médecin, donc un homme qui est confronté à son père, pardon, c'est pas lui, c'est son père qui était médecin, son père qui est empirique, ça veut dire quand il constate qu'un médicament fonctionne, même s'il n'en sait pas le mécanisme, il l'utilise. Eh bien, Aristote part en premier lieu de l'expérience. L'expérience, ça veut dire les 5 sens qui observent le monde, et l'intelligence critique qui, évidemment, corrige les mauvaises interprétations qui pourraient être faites. À son époque, je dirais que l'expérience, donc la méthode empirique suivie du raisonnement, c'est la base même de la recherche d'Aristote. Il n'a pas les moyens d'utiliser d'autres méthodes qui vont être inventées à l'époque moderne, puis utilisées brillamment à l'époque contemporaine. Mais ça, nous le verrons plus tard. La conséquence de tout cela, c'est qu'on peut dire que le réalisme consiste simplement à essayer de connaître la réalité telle qu'elle est. La réalité est le maître de l'intelligence. On peut dire que ma pensée ne sera réaliste, donc vraie, que si elle est conforme à la réalité. Et comme elle n'y est jamais, parmi le réalisme, il y aura une attitude d'humilité qui consistera à dire que je vais tendre à y être conforme à cette réalité qui est admirable, qui me dépasse par tous les éléments qui la composent. Ça fait partie donc du réalisme philosophique. D'où la définition de la vérité chez Aristote est vraie une pensée qui est en conformité avec le réel, tout simplement. Alors maintenant, deuxième étape, qu'est-ce que l'empirisme? Eh bien, je dirais qu'il a 3 définitions. Et la première, elle sort de la pensée d'Aristote. C'est justement ce système philosophique qui pense que son fondement premier, c'est l'expérience. On peut dire qu'au XXe siècle, il y a eu des grands renouveaux de l'empirisme. Par exemple, Jacques Maritain, mais aussi le père Marie-Dominique Philippe en France, qui établit à la base, pour que ses étudiants comprennent à quel point ils doivent être réalistes, non seulement l'expérience, mais le jugement d'existence sur la réalité. Ça veut dire l'intelligence qui se met dans l'expérience pour juger que ceci est tel que je le vois. À partir de ce fondement, le père Marie-Dominique Philippe, en y ajoutant toutes les données, je dirais modernes, apportées par l'expérience, redéveloppera les 7 parties de la philosophie telles que Aristote les avait développées, mais évidemment modernisées. Il y a un deuxième sens qui découle de celui-là. L'expérience, l'empirisme, pardon, c'est donc une méthode qui repose donc exclusivement sur l'expérience, ça veut dire l'observation du réel, tel qu'il est. Seulement, attention, cette observation se fait à la méthode d'Aristote, ça veut dire les 5 sens en premier, qui observent. C'est cela, la base. Et donc on peut dire qu'il y a un empirisme restreint qui se contente de cela et qui ne va pas ajouter ce que la science moderne a ajouté, à savoir les expérimentations. Mais j'en parlerai plus tard. Troisième définition du mot, c'est dans la vie pratique. On peut dire qu'un homme politique ou un homme moral est empirique lorsque, n'ayant pas de principes généraux, regardant ce qu'il se passe, s'adapte aux circonstances à chaque fois. Le but est principalement d'obtenir le moins de dégâts possible, donc le moindre mal. On en a un exemple en 2015 où je fais cette vidéo. Le président de la République, par exemple, décide, je dirais, de faire tomber un tyran en Libye, un tyran objectif qui s'appelle Kadhafi. Et il le fait. Ça marche. Seulement, ce qui ne pouvait pas être prévu, ou ce que peu de gens avaient prévu, c'est que ce tyran tenait son pays. Et que, n'ayant plus, je dirais, la terreur pour tenir le pays, des groupuscules prendraient les armes et se mettraient à se battre entre eux. Et commenceraient, en particulier des djihadistes, à conquérir d'autres pays. Eh bien, le successeur, devant une situation nouvelle, alors que des djihadistes s'en prennent au Mali, sont dans le désert, se dirigent pour aller prendre un pays qui n'a plus d'armée, eh bien, il est empirique, il prend la décision en 1 heure, et des hélicoptères français vont détruire cette armée qui s'avance.
C'est pragmatique, c'est efficace et ça a effectivement sauvé la contamination par un cancer vers des pays qui n'en voulaient pas, bien sûr. Eh bien, après, en s'appuyant sur ces définitions, il va être possible de traiter du sujet. Et je voudrais d'abord traiter de la méthode empirique telle qu'elle s'applique aux sciences spéculatives. Donc, comme je l'ai dit, connaître pour connaître. Évidemment, cette distinction ne veut pas être totalement séparée du côté pratique. Par exemple, quand on connaît quelque chose, évidemment, ça a une application après. C'est le cas par exemple de la médecine. On connaît le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement de telles substances médicamenteuses, et c'est évidemment en vue de guérir. N'empêche que, en premier, il s'agit de connaître. Pour bien comprendre la place de l'empirisme, donc de l'expérience dans ce domaine, rien ne vaut un exemple pris dans la médecine. Parce que la médecine est par définition la science de l'observation. On observe des symptômes, des effets, et évidemment, on applique des solutions comme on le peut. Pour bien montrer l'efficacité de l'empirisme, mais aussi son insuffisance peut-être pour aller jusqu'au bout du réalisme, je voudrais raconter l'histoire du docteur Ignaz Philipp Semmelweis. C'est un médecin du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, à une époque où on n'a absolument aucune connaissance de ce que c'est qu'un microbe. Ce sera découvert par Pasteur bien plus tard. Mais à cette époque-là, la méthode expérimentale a déjà été enseignée. Et donc lui, ce petit médecin de campagne, eh bien, il observe les grands pontes. Et les grands pontes, ce qui les caractérise, c'est qu'ils aiment montrer qu'ils sont efficaces, qu'ils ont la main dans la chirurgie. Et donc ils se promènent souvent avec des tabliers et ils essuient leurs mains après avoir opéré, par exemple, après avoir fait une autopsie d'un cadavre. Ils essuient leurs mains sur leur tablier et ils sortent avec. Effectivement, il y a devant un tel costume, une sorte d'admiration devant l'efficacité de ses maîtres. Seulement, évidemment, la conséquence, c'est que s'ils vont après aider des femmes à accoucher et qu'ils mettent leurs mains, eh bien, il y a un taux extrêmement important de maladies, d'infections. Le docteur Semmelweis, lui, il observe. Et il observe que, aux hôpitaux de Paris, là où sont ces médecins qui font des autopsies, le taux de gangrène est très important, alors que là où ce sont des sages-femmes, des femmes qui accouchent à la maison, il est moins important. Lui, il travaille dans le secteur et il décide de se laver les mains, de ne pas utiliser, je dirais, de ne pas aller directement passer de salle d'autopsie à l'accouchement. Et il constate factuellement que le taux d'infection diminue drastiquement. Il s'agit donc bien d'une constatation empirique. Il n'en sait absolument pas la cause. Il constate simplement qu'en se lavant les mains, il y a moins d'infections. Alors, il fait une communication. Et comme c'est un petit médecin qui n'a pas les titres qu'il faut sans doute, eh bien, il se fait ridiculiser, profondément ridiculisé par les hautes sphères, les huiles qui savent. Ça va le conduire au suicide. Eh bien, je dirais que le martyre du docteur Semmelweis est l'application de ce que peut faire l'empirisme et de ce qu'il ne peut que faire. Ça veut dire que l'empirisme, la constatation avec ses 5 sens, est capable de découvrir des choses, effectivement. Cependant, attention, elle n'est pas suffisante. Il n'avait qu'une impression qui chez lui était gigantesque parce que le taux de mort était effectivement immensément moins grand. Donc il ne pouvait qu'admettre ça. Si on veut ensuite pousser l'empirisme pour prouver qu'on n'est pas simplement dans une impression, il faut une deuxième méthode, à savoir une méthode statistique. Il faut exactement calculer le taux de mort quand on ne se lave pas les mains et le taux de mort quand on s'est lavé les mains. Or là, on n'est plus simplement dans l'empirisme, on est dans l'établissement de lois. Mais évidemment, est-ce que ces lois suffisent? C'est déjà mieux, on va plus loin. On sait qu'exactement il y a un pourcentage de différents.
Si on veut aller jusqu'au bout des choses et du réalisme, il faut encore aller plus loin. Il faut chercher la cause. Quelle est la cause qui provoque la mort? Quelle est la cause qui fait que quand on se lave les mains, il y a moins de morts? Et cette cause-là, parfois, on ne la découvre pas. Aristote n'avait aucun moyen. Et à l'époque de Semmelweis, non plus. Il faudra donc Pasteur et l'invention du microscope pour visualiser les animalcules, comme il disait, qui provoquent ces infections. Pour bien montrer à quel point le réalisme ne peut pas se contenter de l'empirisme, même si c'est la base, eh bien, je voudrais raconter deux autres histoires qui illustrent. La première, toujours en médecine, c'est la question de l'homéopathie. L'homéopathie, empiriquement, donc un médicament, je le rappelle, qui est la dilution X fois d'une goutte de produit actif dans un litre d'eau. Donc, une goutte dans un litre d'eau, on prend une goutte de ce livre d'eau qu'on met dans un autre litre d'eau vierge, etc. Le faire 30 fois, à la fin, il n'y a plus une seule molécule du produit actif du départ. Et pourtant, on constate un effet, empiriquement. Eh bien, en toute objectivité scientifique, cet effet ne suffit pas à établir le réalisme du phénomène. Pour vérifier si c'est un effet simplement placebo, et peut-être même chez les animaux parce que les maîtres les soignent, ou si c'est un effet réel dû à une cause qu'on ne connaît pas, qui pourrait être mystérieuse, pourquoi pas effectivement une mémoire de l'eau, c'est ce qu'a proposé comme interprétation récemment un scientifique. Eh bien, il faut faire une méthode statistique. C'est-à-dire un certain groupe, 1000 personnes, qui reçoivent un médicament homéopathique où il n'y a rien que d'une pilule de sucre, et un autre groupe qui reçoit le médicament homéopathique vrai. Et on compare le taux de guérison. Si on obtient un pourcentage différent, alors après, il restera à trouver la cause. C'est essentiel. Donc, expérience, établissement de lois, et puis ensuite, recherche de la cause. Voilà le réalisme total, puisqu'on veut atteindre le fond même du réel. Je le disais, parfois il est impossible d'atteindre la cause, et pourtant on sait qu'elle existe. L'exemple que je voudrais prendre maintenant, c'est le cas de la gravitation. Si je lâche cette télécommande, elle va tomber par terre. C'est valable à 100%, c'est même pas la peine d'essayer. Il y a donc un effet très net. Cet effet, on le constate empiriquement depuis toujours. Reste à savoir maintenant le pourcentage de sa réalisation, et c'est très simple, c'est 100% des cas. On n'est donc plus dans une science humaine, où la médecine, par exemple, en est une, donc ce n'est pas 100% des guérisons. On est dans une science dure. Ici, on est dans la physique. Et donc, étape suivante, on va chercher la cause. On va donc poser une force qui s'appelle la gravitation. On va même établir, par un outil mathématique, qu'elle est proportionnelle à la taille du corps qui attire. Par exemple, la Terre a telle taille, elle aura donc une force d'attraction plus forte que la Lune qui est plus petite. C'est aussi en rapport avec la distance de deux corps, la distance au carré, je dirais même. Donc peu importe, ce sont des équations mathématiques. Donc, on pourrait dire que la science de la gravitation est parfaite. Eh bien, pas du tout. Parce que on ne sait pas ce que c'est que la gravitation, on ne sait pas la nature de cette cause. Est-ce qu'elle est une onde? Est-ce qu'elle est une particule? Certains ont posé un graviton hypothétique, une particule qui expliquerait la gravitation. On n'en sait rien. Il faut le reconnaître, en 2015, personne ne sait ce que c'est que la gravitation. Donc le réalisme n'a pas pu aller jusqu'à son terme. Des 3 étapes que je viens d'indiquer, le réalisme scientifique en est rendu à l'étape 2, l'établissement des lois. Et la cause, on sait qu'elle existe, mais on ne la connaît pas. Ou plus précisément, on ne la connaît que par ses effets. Eh bien, à partir de là, on peut facilement en conclure la chose suivante. L'empirisme est réaliste, c'est vrai. Mais l'empirisme tout seul, donc l'expérience toute seule, est risquée. Elle peut entraîner ensuite à des interprétations qui sont fausses. Et je dirais même l'expérimentation doit être absolument bien orchestrée. Sinon, elle peut conduire aussi à de mauvaises interprétations. Un exemple. Un scientifique décide de prouver que les puces entendent par les pattes. Et ce n'est pas compliqué. Il prend un groupe de 500 puces, il leur dit sauter, elles sautent.
Il prend un deuxième groupe de 500 puces, il leur coupe les pattes, il leur dit sauter, elles ne sautent pas. Conclusion, les puces entendent par les pattes. J'ai pris cet exemple évident, parce qu'on sait bien quelle est la solution. Mais, dans bien des cas, il y a ce genre de confusions qui sont faites à partir d'expérimentations, de calculs statistiques, mal agencés. Un exemple courant. Il est prouvé que les gens qui mangent de la salade au repas de midi ou au repas du soir sont meilleurs à l'école. Ça veut donc dire que manger de la salade rend meilleur à l'école. Voilà, je dirais, un effet d'une cause qu'on peut établir en apparence. En réalité, ce n'est qu'une apparence. Le fait de manger de la salade n'est pas la cause du fait qu'on soit en général meilleur à l'école, mais simplement le signe qu'on fait partie d'un milieu qui a plus de culture à la base, parce qu'il sait que diététiquement, il faut manger de la salade, et pas seulement des hamburgers. Et la conséquence, c'est que porté par ce milieu, on est en général meilleur à l'école. En l'occurrence, qu'est-ce qui m'a permis de rectifier l'erreur qui pouvait sortir d'une expérimentation, en double aveugle éventuellement? Eh bien, l'expérience pour le coup. L'expérience, c'est-à-dire l'observation des choses. Ce qui montre bien que pour être totalement réalisme, il y a comme une harmonie entre le fondement, qui effectivement est le bon sens, l'expérience, l'empirisme. Deuxièmement, la méthode scientifique qui établit des lois, donc l'expérimentation, les calculs statistiques. Et puis, la recherche de la cause. On ne peut pas se passer de l'un ou l'autre. L'empirisme tout seul peut amener à des conclusions fallacieuses, et l'expérimentation toute seule, les statistiques toutes seules, pareil. Alors maintenant, dans cette troisième partie, je voudrais traiter de l'empirisme dans le domaine de la vie pratique. Il s'agit d'une attitude qui consiste à se dire « je n'ai pas de principe, mais j'ai un but qui peut être moral, par exemple accéder à la conquête d'une femme que je convoite, mais qui peut être aussi politique, comme par exemple dézinguer un tyran ou pacifier un pays. Ça peut être aussi dans le domaine du sens profond que je donne à ma vie tout entière, à savoir, est-ce que j'agis en me disant que je viens du néant et que de toute façon tout retourne au néant, ou est-ce que j'agis en me disant qu'il y aura un jugement, que cette vie a un sens peut-être. Ça paraît des domaines très différents, mais on va voir que, en fait, quelque chose est en rapport. L'attitude empirique est donc efficace, immédiate. Et elle ne tient pas compte de la nature humaine dans son ensemble et des conséquences qui pourront en sortir. Alors prenons d'abord un exemple éthique, parce qu'en partant d'un exemple, on comprend mieux, on établit mieux le problème après de manière, je dirais, plus abstraite. Imaginons un homme qui est marié et une de ses collègues féminines, qui elle aussi est mariée, ne lui est pas insensible et réciproquement. Ça veut dire que physiquement, il s'attire, et plus que physiquement, sentimentalement, et puis il y a une nouveauté, et donc quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Un jour, il se l'avoue. L'attitude, je dirais, empirique, ici, au sens immédiat du terme, consiste à se dire, eh bien, qu'est-ce qui nous empêche finalement de sortir ensemble? Et ça peut même être fait pendant des années, sans qu'aucun des époux, je dirais des deux, ne le sache, en prenant quelques précautions. Ce qui caractérise cette attitude, c'est donc un pragmatisme immédiat et le principe plus général qui dit « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas subir » ou alors « reste fidèle à la promesse que tu as faite ». Ne convoite pas la femme d'autrui, ne convoite pas le mari d'autrui, donc des commandements qui là se réfèrent aux très anciennes civilisations, on n'en tient pas compte. La conséquence de ça est évidemment immanente à l'acte. Tôt ou tard, ça se sait, et tôt ou tard, ce qui doit arriver arrive, à savoir une séparation du couple, un divorce, je dirais les enfants qui évidemment n'ont plus leurs deux parents, etc. Du coup, dans cet exemple moral, eh bien on voit que l'attitude empirique au sens, je dirais restreint du terme, ne peut pas suffire.
il faut en plus l'expérience de quelqu'un qui a observé déjà ce qui se passait quand des couples font cela. Mais je pense que, fondé sur l'expérience, il faut aussi avoir dans sa vie des principes généraux qui éclairent l'attitude pratique morale, donc l'acte immédiat, et qui sont eux-mêmes fondés sur une connaissance profonde de ce qu'est l'homme. L'homme n'est pas simplement dans l'attraction physique, dans le sentiment. Il y a aussi cet honneur qui vient de l'esprit, cet engagement, et puis le fait qu'on construit un couple sur des années. Je dirais que des gens, de moins en moins en Occident, ont ces principes-là. Ils fonctionnent très souvent de plus en plus dans l'immédiateté, et évidemment, ils en récoltent par l'expérience douloureuse les conséquences. Cet exemple-là pourrait dire « Ah, donc l'empirisme en morale ne sert à rien. Il faut avoir des principes et point c'est tout. » En réalité, ce n'est pas si simple. Je dirais que comme dans le cas précédent, ça veut dire dans le cas de la spéculation, l'empirisme est un fondement de la pensée qui permet après d'établir une expérience profonde, intérieure, et des principes moraux. Mais que l'empirisme intervient toujours. Je me rappelle, en tant que catholique, avoir raisonné un jour sur le cas, pouvait-il y avoir des cas où tuer son enfant qui était né, serait un moindre mal? Je me disais, aucun cas, on est là face à un principe moral absolu. Ces enfants, on les aime plus que tout. Et en plus, comme en tant que catholique, on croit qu'ils ont une âme spirituelle, ils doivent passer par une vie terrestre, pas question même de l'avortement avant la naissance. Et puis, un jour, je suis tombé sur le récit suivant, que je raconte tel quel, afin de mettre en situation l'auditeur pour savoir qu'est-ce qu'il aurait fait à la place de cette femme. Ça se passe pendant la retraite de Russie, à l'époque de Napoléon, donc en 1815, au passage de la Bérésina, donc sur le retour, en plein hiver. Et un témoin, un officier français, écrit ses mémoires et il dit qu'il vit la scène suivante. Il vit arriver, à cheval, une femme habillée d'un manteau de fourrure, une belle femme, une femme d'officier sans doute, montée sur un cheval d'officier. Et elle tenait serré contre elle, dans le manteau de fourrure, un petit bébé. Et voilà que un groupe de Cosaques arrive, ils tirent et une balle tue sous elle le cheval et en même temps lui casse la jambe. Le cheval tombe et il tombe sur sa jambe. Elle reste coincée sous lui. Il faut imaginer les circonstances, chacun sauve sa peau, donc personne ne s'occupe d'elle. Il la voit faire ceci, elle arrive à dégager sa jambe, il y a du sang qui coule, un jet même, elle prend un lacet de son vêtement, elle se fait un garrot. Il y a là le groupe de Cosaques qui s'approche, certainement pour lui faire subir le sort qu'on imagine. Heureusement, ils sont retardés par des tirs en retour venant du camp français. Elle prend un autre lacet, elle embrasse son bébé, elle lui passe le lacet autour du cou et elle serre. Et le bébé, sans un cri, évidemment, puisqu'il est étranglé, meurt. Ensuite, elle défait le lacet qu'elle a à la jambe, elle pleure, le jet de sang reprend et elle meurt quelque temps après. On peut donc imaginer que cette femme a traversé depuis Moscou, où elle avait suivi son mari. Elle est revenue, et là, en l'occurrence dans les circonstances immédiates, à savoir pas de survie possible, personne ne l'aidera. La traversée du fleuve sera impossible. Eh bien, elle prend cette décision. Elle tue d'abord son enfant, puis, elle-même, elle se laisse mourir. Certains ont objecté, elle aurait pu appeler à l'aide, ou alors confier son enfant à la providence de Dieu, si elle est une bonne chrétienne. En fait, on ne sait pas que faire dans ces cas-là. C'est une décision dans l'instant, et effectivement, elle a choisi empiriquement le moindre mal. Certainement que dans son esprit, les principes universels étaient présents. Elle ne peut pas être une femme non cultivée. Et bien, malgré les principes universels, elle a trouvé que cette solution-là était la meilleure possible. On peut voir aussi en politique cette harmonie entre empirisme, donc action immédiate, dans l'instant, expérience qui doit être acquise et qui est surtout le cas d'officiers, par exemple à l'armée, et puis principe universel.
Je voudrais prendre un exemple, celui de la guerre d'Algérie. Dans la guerre d'Algérie, il y a donc une révolte des Algériens qui sont chez eux. Les Français les ont conquis, à peu près un siècle plus tôt, pour empêcher, je dirais, les raids barbaresques qui prenaient des esclaves chrétiens jusqu'à Nice. Seulement, dans ces années 50-60, l'Algérie se révolte à travers quelques activistes qu'on appelle les félagas. Alors le gouvernement français de l'époque, qui est un gouvernement socialiste, décide d'être empirique. Il dit à l'armée, toute autorisation est donnée, feu vert, vous arrêtez la sédition. Et eux agissent comme agit une armée. Ça veut dire qu'ils prennent quelques-uns des terroristes, ils les torturent à mort s'il le faut, et donc d'écheveau en écheveau, ils arrêtent des gens qu'ils exécutent. Si bien qu'au bout d'un certain temps, la bataille d'Alger est gagnée. C'est-à-dire que le groupe des terroristes, qui deviendront ensuite les héros résistants pour l'Algérie libérée, le groupe des terroristes, aux yeux des Français, est éradiqué. Les attentats ont donc diminué. Et donc certains de l'ancienne Algérie disent on avait gagné le terrain sur place. On avait gagné la guerre. En réalité, ils raisonnent mal, ils raisonnent empiriquement. Voilà ce qui se passe. Il se passe par l'expérience que, n'étant pas chez eux, c'est tout de même l'Algérie, le fait qu'ils torturent, qu'ils exécutent parfois de manière honteuse, ça veut dire qu'on jette du haut d'hélicoptères dans la mer Méditerranée, vivants, ceux qui ont été torturés et dont on veut se débarrasser. Eh bien, la révolte dans le peuple, chez les enfants de ces gens-là, grandit. Et pour un félaga tué, on a 10 terroristes qui vont se lever. On pourrait dire, mais non, c'est pas ce qui s'est passé en France, quand la résistance tuait des Allemands. Eh bien, les Allemands, je dirais, se vengeaient, mais c'est tout. Il n'y avait pas 10 Allemands qui apparaissaient. Oui, mais quand les Allemands tuaient des Français, 10 Français se levaient pour être résistants ou attendaient leur heure pour contre-attaquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe général, moral, à savoir que être dans un pays étranger, même si l'Algérie était considérée comme française dans l'imagination de certains Français, c'est pas pareil que être chez soi et essayer de chasser un envahisseur. Cet aspect-là, cet aspect, je dirais, profondément moral, qui n'est pas seulement celui des vainqueurs, fait que, actuellement, lorsqu'on juge l'histoire, qu'on considère les crimes de guerre d'Hitler, comme par exemple le bombardement des villes anglaises, eh bien, on les trouve plus coupables que les crimes de guerre anglais, qui par exemple ont bombardé mortellement la ville de Dresde en 1945, faisant des dizaines de milliers d'enfants morts. Pourquoi? Parce que l'Allemagne avait commencé. Eh bien, tout cela, ce n'est pas de l'ordre de l'empirisme, c'est de l'ordre plus profond de l'expérience historique qui est observée. Et donc, l'acte empirique, sur place, en ayant des œillères, en ne regardant que l'efficacité immédiate, ne suffit pas en politique, visiblement. Alors certains, à l'inverse, ont dit « les principes universels suffisent ». Ça veut dire, par exemple, « tu ne feras pas à autrui ce que tu ne voudrais pas subir », doit s'appliquer même en cas de guerre en politique. Eh bien, ça non plus, ça ne suffit pas. Et pour ce faire, je voudrais raconter rapidement l'affaire Firmin Mahé. C'est une affaire qui a secoué l'armée française dans les années 2000. À savoir qu'un coureur de route, un criminel appelé Firmin Mahé, ayant pillé des villages, ayant volé, ayant violé des jeunes filles, ayant tué, avait été pris plusieurs fois par l'armée française et livré aux autorités de Côte d'Ivoire. Il s'était enfui à chaque fois, sans doute que les prisons n'étaient pas assez fortes, il avait ses crimes. Et un jour, à une patrouille dirigée par l'adjudant-chef Guy Rogel, une patrouille, on lui signale que c'est Firmin Mahé. La patrouille tire de loin, sans doute avec un sniper, et le blesse. On le ramasse, on le reconnaît, c'est bien lui. L'adjudant-chef téléphone à son colonel qui lui dit « Écoute, tu rentres lentement, tu vois ce que je veux dire ?» Et lui se fait répéter les ordres, il a compris parfaitement, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il rentre. Il y en a assez, évidemment. Et donc, il fait une erreur technique, je dirais, d'empirisme simple, à savoir qu'au lieu de mimer, comme le font habituellement dans ces cas-là les soldats, une évasion qui aurait raté,
il prend un sac en plastique et il l'étouffe. Évidemment, le médecin qui n'est pas un militaire s'en rend compte, la chose se répand, ça arrive au ministère français, Michel Alliot-Marie, qui décide d'appliquer les principes. Il y a eu quelque chose qui est illégal, l'assassinat de quelqu'un qui était arrêté, et donc le colonel, le général lui-même qui avait couvert son colonel, sont mis en retraite ou mis en prison, et l'adjudant-chef Guy Rogel aussi. On peut dire que là, en l'occurrence, on est face à quelqu'un qui est dans son bureau, Michel Alliot-Marie, et qui a des principes universels, qui défend aussi sa carrière, et qui ne sait pas ce que c'est qu'être sur le terrain, mais dans une circonstance particulière. Il s'agit de sauver la vie des villageois qui sont volés, tués, violés éventuellement par ce Firmin Mahé. Si bien que, après quelques temps de prison, l'adjudant-chef sera jugé et sera condamné par un tribunal civil ou militaire, je ne sais plus, à une peine symbolique, rien du tout. Parce que, en la circonstance, les gens se rendront compte qu'il n'y avait rien d'autre à faire. L'évacuer en France pour le faire juger, impossible, n'importe quel avocat aurait dit, mais c'est illégal. Le livrer de nouveau à la justice ivoirienne, évidemment, il serait sorti dans les quelques jours qui auraient suivi. Et donc on ne pouvait pas prendre le risque d'un nouveau mort. Eh bien, cela montre encore une fois que c'est pas si simple, la vie réelle. Que l'empirisme, certes, ne suffit pas, mais que les grands principes non plus. Et que les deux ensemble doivent collaborer. Les grands principes parce que c'est pas pareil d'être agresseur et d'être défenseur d'un pays, ou d'être agressé dans son propre pays. Et deuxièmement, tous les moyens ne sont certes pas, je dirais, acceptables pour une finalité. Mais ça ne veut pas dire que certains moyens, même illégaux, parfois ne sont pas nécessaires pour éviter un mal pire. Il reste à conclure. À partir de ces deux parties, on se rend compte que dans le domaine spéculatif, comme dans le domaine pratique, l'empirisme est quelque chose de fondamental, c'est ce qui rend réaliste. Mais ça ne saurait suffire. Et cela se comprend parfaitement. Le réel est bien plus vaste, bien plus complexe que ce qui apparaît à nos cinq sens. Nos cinq sens, même éclairés par l'intelligence. Ainsi, la philosophie réaliste, qui, comme je l'ai dit, n'a comme maître que le réel dans toutes ses dimensions. Certes, elle démarrera par l'expérience. Et je dirais que l'oublier, c'est la catastrophe que vit actuellement la philosophie, qui se contente de systèmes de pensée séparés du réel, avec lesquels elle jongle, et elle ne retourne jamais au réel. Pour être, je dirais, absolument sûr d'être dans le réalisme complet, voilà comment, me semble-t-il, il faut toujours procéder. On part effectivement de l'expérience, mais avec un regard critique sur elle, on sait ce qu'elle atteint. Par exemple, Aristote, lorsqu'il regarde le ciel, eh bien, il voit des lampes fixées qui tournent, et certaines sont mobiles, certaines tournent toujours dans le même sens régulièrement. Eh bien, cette expérience est trompeuse. Et lui, qui n'a pas d'autre chose que l'expérience, ne peut que se tromper, donc adhérer au système de Ptolémée avec les écliptiques, etc. Il faut donc, deuxièmement, vérifier ou approfondir l'expérience par des instruments, si on a, comme les microscopes, les télescopes, et puis des expérimentations. Ça veut dire qu'on on secoue l'expérience, on les soumet à des calculs, on fait des choses en double aveugle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Bref, on imagine, pour vérifier que nos sens ne nous trompent pas. Une expérience très simple permet de distinguer le mirage de l'hallucination. Il suffit de prendre une photo. Le mirage est sur la photo, l'hallucination n'y est pas. Alors certains objecteront, mais si une apparition venant du ciel n'était visible que par une ou deux personnes et pas sur la photo, oui, donc on reste ouvert. Le réel est bien plus vaste, comme je l'ai dit, que ce qu'on en pense. Mais rester ouvert ne veut pas dire aller n'importe où. C'est simplement une vérification supérieure qu'il faudra imaginer. L'étape suivante, je le disais, c'est d'établir des lois. Est-ce que ces lois peuvent être établies pour tout le réel ? Eh bien,
c'est ce que pense quelqu'un qui ne serait pas réaliste. En fait, il y a certaines choses qui sont soumises à des lois. Je l'ai dit, les phénomènes qui se passent à 100% comme la gravité qui attire ce corps, c'est évident. La loi de l'accélération, le chiffre G, donc, qui calcule cette accélération dans le vide, c'est quelque chose d'absolu. Mais lorsqu'on parle des êtres humains, eh bien là, ça ne marchera plus à 100%. On pourra établir des lois en disant que, effectivement, la plupart du temps, peut-être à 80%, il faut être très prudent, les femmes ne veulent pas abandonner leurs enfants quand il y a un divorce. Elles veulent en avoir la garde. Et on établira peut-être une loi pour voir le nombre d'hommes qui demandent jusqu'à se bagarrer pour cela la garde de leurs enfants. Ces lois sont donc valables en général. Eh bien, le réalisme dit que pour un être humain, pour aussi le monde animal, donc tout ce qui a une psychologie, la loi du 100% ne marchera pas. Mais il y a des lois. Alors, est-ce que tout est soumis à la loi, à des lois comme je viens de l'indiquer? Des pourcentages, des statistiques? Non. Certains phénomènes dépassent complètement les lois. Et principalement, ils sont de deux ordres. Les hasards. Et deuxièmement, la liberté d'un être humain particulier qui prend un choix que personne n'aurait pris. Par exemple, la venue d'un Socrate, donc quelques siècles avant Jésus-Christ, qui accepte de boire le poison parce que la vérité est plus importante pour lui que sa propre vie. Ça, ce n'est pas mesurable en statistiques, et ce n'est arrivé qu'une fois. C'est cet homme-là. Oh, bien d'autres hommes ont donné leur vie pour des idées, évidemment. Mais là, en l'occurrence, pour fonder la philosophie réaliste occidentale, c'est Socrate. Enfin, si on veut être réaliste jusqu'au bout, on ne se contente pas des lois, on cherche les causes profondes. Les causes profondes qui sont souvent cachées, inaccessibles. Et on les cherche avec un esprit humble. Si je parle, par exemple, d'un phénomène comme l'apparition de la vie sur Terre, eh bien, se contenter de dire, alors qu'on constate que cette vie est fantastiquement organisée, avec des millions de bases qui doivent donner, dès le départ, deux facultés vitales à une bactérie primitive, même si on ne sait pas ce qu'il y a entre-temps, mais globalement, il est évident que, vu les lois de la physique, il faut qu'elle se reproduise. Et il faut qu'elle soit capable de pallier à l'entropie, donc qu'elle se nourrisse. C'est obligatoire. Si elle se nourrit, très bien, elle va échapper, je dirais, à la perte d'énergie. Mais si elle ne se reproduit pas, c'est vain. Donc les deux doivent être là en même temps. Or, on sait que tout ça correspond à des programmes extrêmement complexes qu'on retrouve actuellement, l'ADN étant gardé, c'est l'ADN fondamental de la vie qu'on retrouve actuellement dans les vivants. Eh bien, on doit chercher la cause. Et actuellement, on prétend que la cause est trouvée. C'est simplement le hasard sur des milliards d'années qui a fait que tout d'un coup ça s'est goupillé comme il fallait. Oui, mais il faut être capable, lorsqu'on est un philosophe réaliste, de calculer la probabilité pour que ça arrive et d'être ouvert éventuellement à une autre cause possible. Comme disaient les frères Bogdanov, une intelligence organisatrice. Parce que là, tout devient simple. Tandis que l'apparition d'un texte précis, ne serait-ce que de 3000 bases, qui fait fonctionner un vivant alors qu'il en faut en fait des millions, ça dépasse visiblement, au point de vue statistique, les possibilités même du réel. Est-ce que le philosophe, là, est empirique? Je dirais qu'il dépasse l'empirisme. Certes, il se sert de l'expérience qui a manifesté qu'il y avait de l'ADN à la base de la vie. Il est ouvert à la possibilité d'une vie plus simple, intermédiaire, mais avec réalisme. Et surtout, il raisonne sur la cause, en étant capable, même s'il y a une pensée unique, d'émettre plusieurs hypothèses philosophiques. Tel est le réalisme qui n'est pas sensible aux opinions dominantes du temps.